Aujourd'hui, je veux partager avec vous un moment qui a changé ma vie et celle de ma famille. Alors que j'aidais ma fille à décorer le salon pour l'anniversaire de mon mari, ma mother-in-law est arrivée sans prévenir avec ce sourire faux que nous connaissons tous. Elle croyait pouvoir manipuler l'héritage familial en secret, mais j'avais un plan. J'avais enregistré chaque mot, et aujourd'hui vous allez découvrir comment je l'ai fait supplier pardon devant 200 invités. Si vous avez déjà ressenti l'injustice, la trahison ou la douleur d'une famille divisée, cette histoire va vous toucher profondément et vous montrer qu'il y a toujours un moyen de rétablir la vérité et la justice. Aujourd'hui, je veux vous raconter une journée qui semblait ordinaire, presque banale, mais qui allait devenir l'une des plus mémorables et bouleversantes de ma vie. J'étais en train d'aider ma fille à décorer le salon pour l'anniversaire de mon mari. Le salon, habituellement silencieux et rempli de souvenirs tranquilles, était maintenant transformé en un véritable champ de fête, guirlandes colorées accrochées au mur, ballons flottants au plafond, et une longue table recouverte d'une nappe blanche impeccable, prête à accueillir plus de 200 invités. L'air sentait le parfum sucré des fleurs fraîches et des bougies parfumées, et chaque détail était méticuleusement préparé. Alors que je plaçais soigneusement les assiettes dorées et les verres en cristal sur la table, je pensais à tout ce qui nous avait conduits ici, les moments de joie, les anniversaires passés, les éclats de rire de nos enfants, mais aussi les tensions qui couvaient derrière les sourires polis et les embrassades forcées. Ma famille n'était pas parfaite, elle avait ses secrets, ses rancunes silencieuses et ses alliances cachées. Mais ce jour-là, je voulais que tout paraisse harmonieux, que le monde extérieur voie une famille unie et heureuse, même si la vérité était bien différente. Ma fille, toute excitée, sautillait autour de moi, choisissant les fleurs qu'elle voulait mettre dans chaque vase. Son énergie me rappelait ma jeunesse, et je sentais une immense fierté de la voir grandir avec tant de grâce et de gentillesse. Nous parlions des invités, de l'ambiance, et de la manière dont nous voulions que chacun se sente spécial. C'était un moment de complicité, un instant rare où mère et fille partageaient un objectif commun, oubliant pour un moment les conflits passés avec certaines personnes de la famille. C'est alors que la porte s'est ouverte brusquement. Un bruit sec a résonné dans le salon, et je me suis retournée. Là, elle était. Ma belle-mère. Toujours impeccable, toujours souriante, mais cette fois-ci son sourire avait quelque chose de faux, presque calculé. Elle portait une robe noire élégante, ses bijoux scintillaient sous la lumière douce de nos lampes, et ses yeux brillaient d'une intensité étrange, un mélange de curiosité et de défi. Son arrivée ne ressemblait à aucune autre, il y avait une tension dans l'air que je ne pouvais pas ignorer. Elle s'est avancée avec un pas léger, comme si elle ne voulait pas déranger, mais chaque mouvement respirait le contrôle et l'autorité. Ma belle-fille, qui avait toujours été prudente avec elle, a immédiatement ressenti ce changement dans l'atmosphère et s'est tenue droite, les mains jointes, observant attentivement chaque geste. Mon mari, absorbé par les préparatifs de la fête, n'a d'abord rien remarqué, occupé à placer les derniers détails de décoration. Mais moi, j'ai senti le malaise avant même qu'elle ne prononce un mot. « Bonjour », a-t-elle dit, sa voix douce mais tranchante à la fois, un contraste qui fit frissonner mon esprit. Son sourire ne touchait pas ses yeux, et dans ce simple geste, j'ai reconnu le reflet d'années de tensions non résolues. Les souvenirs des disputes passées ont ressurgi immédiatement, des dîners où elle critiquait chaque décision, des discussions sur l'argent et l'héritage, des remarques acérées sur notre mariage et celui de ma fille, et cette impression constante qu'elle cherchait toujours à tester nos limites. Alors que je continuais à placer les derniers éléments sur la table, je me suis rendu compte que sa présence allait transformer cette journée innocente en un champ de bataille silencieux. Chaque sourire que nous échangions semblait être un acte calculé, chaque mouvement de nos mains devenait une danse subtile de prudence et d'observation. Ma belle-mère avait ce talent inquiétant de faire sentir aux autres qu'ils étaient constamment jugés, évalués, et que chaque faux pas pourrait être exploité contre eux. Je me suis rappelé des conversations que j'avais eues avec ma fille quelques jours auparavant. Elle m'avait parlé de ses inquiétudes concernant sa mère, de la façon dont elle pouvait être manipulatrice, et de la manière dont elle avait déjà essayé d'interférer dans notre mariage. Mon cœur se serra en pensant que malgré notre vigilance, elle trouvait toujours un moyen d'entrer dans nos vies avec ses intentions voilées. Ce jour-là, cependant, j'étais déterminée à ne pas laisser le passé dicter la fête. Les invités allaient arriver d'ici quelques heures, et l'idée que ce moment puisse être gâché par la présence de ma belle-mère me mettait sous tension. Je devais trouver un équilibre entre accueillir correctement ma belle-mère, préserver la joie de la fête et rester vigilante face à tout signe de manipulation ou de trahison. Chaque détail comptait, la façon dont nous lui parlions,
les sourires que nous offrions, et surtout, la manière dont nous cachions notre propre anxiété derrière des gestes polis et des mots mesurés. Et c'est là, au milieu de ce salon lumineux et décoré avec soin, entouré de souvenirs et de préparatifs festifs, que j'ai compris que cette journée allait être bien plus qu'un anniversaire. C'était un moment où le passé, le présent et les secrets cachés allaient se rencontrer, où chaque sourire et chaque mot pourraient changer le cours de notre famille. Ma belle-mère était là, et son sourire, aussi faux soit-il, annonçait que le calme apparent allait bientôt céder la place à la confrontation et à la vérité. Je pouvais presque sentir le temps ralentir. Le parfum des fleurs, le scintillement des bougies et la douce lumière dorée ne suffisaient plus à masquer la tension. Mon esprit calculait chaque réaction, chaque geste, anticipant ce qui allait se passer. Et alors que je posais les derniers verres sur la table, j'ai senti cette certitude étrange mais puissante. Quelque chose d'inattendu allait se produire ce jour-là. Quelque chose qui allait dévoiler la véritable nature de ma belle-mère et qui allait transformer notre famille pour toujours. Alors que ma belle-mère entrait dans le salon, un frisson m'a parcouru l'échine. Ce n'était pas simplement sa présence habituelle qui me mettait mal à l'aise, c'était quelque chose dans son regard, une lueur étrange, presque menaçante, qui m'a immédiatement alertée. Elle avançait avec une assurance calculée, comme si elle connaissait chaque recoin de notre maison, chaque détail de notre vie, et qu'elle avait le droit d'y régner sans contestation. La légèreté de ses pas contrastait violemment avec l'intensité de son regard, et j'ai senti dans cette tension silencieuse un présage de conflit imminent. Ma fille, qui jusque-là était joyeuse et excitée par les préparatifs, s'est figée un instant. Je l'ai vue reconnaître immédiatement cette expression que seule sa mère savait afficher, un mélange de contrôle, de jugement et de malice subtile. Même mon mari, occupé à vérifier que tout était en place pour la fête, a eu un frisson involontaire en croisant son regard. Et moi, je savais déjà que cette journée d'anniversaire allait être transformée en une scène dramatique où le passé et le présent allaient se confronter violemment. Elle s'est approchée de la table avec un sourire calculé, et j'ai pu sentir l'air se charger d'une tension presque électrique. Les ballons, les guirlandes et les fleurs semblaient soudain bien futiles face à cette atmosphère lourde. Chaque invité qui arriverait sentirait, sans comprendre pourquoi, que quelque chose clochait. Ma belle-mère a fixé ma fille et moi avec un regard perçant, et j'ai compris que ses intentions n'étaient pas simplement de participer à l'anniversaire. Elle cherchait à imposer sa présence, à rappeler subtilement que dans cette maison, elle avait toujours eu son mot à dire. Et alors, elle a parlé. Sa voix était douce, presque mielleuse, mais chaque mot portait un poids de menace implicite. « Bonjour, vous avez bien préparé la fête. Mais vous pensez vraiment que tout le monde est heureux de vos choix ?» À ce moment précis, j'ai senti un mélange de colère et de peur. Ces paroles, bien que subtilement formulées, révélaient qu'elle connaissait nos secrets, qu'elle savait comment nous manipuler, et qu'elle n'avait aucune intention de laisser passer cette journée sans semer un peu de chaos. Ma belle-fille a détourné le regard, essayant de ne pas montrer son malaise, tandis que mon mari fronçait les sourcils, essayant de rester calme, mais trahissant une légère nervosité dans ses mains qui tremblaient presque imperceptiblement. Je me suis alors rappelé toutes les petites humiliations passées, les remarques acérées lors de dîner, les critiques cachées derrière des compliments, les tentatives sournoises de semer la discorde entre ma fille et moi. Toutes ces années de tension, de frustration silencieuse et de rancune contenue semblaient converger dans ce simple regard, ce simple sourire, et cette simple entrée. C'était comme si chaque injustice passée revenait d'un coup, condensée en un instant fulgurant qui paralysait presque ma respiration. Ma belle-mère s'est déplacée vers le buffet, inspectant chaque plat comme si elle cherchait la moindre imperfection pour critiquer subtilement. « Oh, vous avez choisi ce plat », dit-elle avec une légèreté faussement innocente, mais son ton glacial trahissait son intention de provoquer une réaction. Chaque mot, chaque geste semblait calculé pour nous déstabiliser, pour rappeler à chacun que sa présence n'était jamais anodine. Même les invités qui entraient commençaient à sentir cette tension subtile, et certains échangeaient des regards inquiets, sentant que quelque chose se tramait derrière ces apparences festives. Alors que j'essayais de masquer mon inquiétude derrière un sourire poli, je pouvais sentir mon cœur battre plus vite. La fête, qui devait être un moment de joie et de célébration, se transformait lentement en une scène de confrontation silencieuse. Chaque invité devenait involontairement témoin d'un drame latent, et je savais qu'à tout moment, le conflit pourrait exploser. Puis, le moment du choc initial est survenu. Ma belle-mère, en s'adressant à moi avec un air de supériorité, a laissé échapper une phrase qui allait tout changer. « Tu pensais vraiment que personne ne le saurait ?» Ces mots,
simples mais puissants, ont stoppé le temps. Mon sang s'est glacé, et un frisson de peur et d'anticipation m'a parcouru le corps. C'était une phrase lourde de secrets révélés, une phrase qui annonçait que tout ce que nous pensions caché allait bientôt être exposé. Elle tenait dans sa main un document ancien, un testament, et je compris immédiatement que ce moment n'était pas seulement un choc émotionnel, c'était la première étape d'une confrontation où la vérité allait éclater, où chaque mensonge, chaque manipulation et chaque intention de vengeance seraient dévoilées. J'ai senti la tension s'épaissir dans le salon. Les invités, inconscients de la gravité de la situation, continuaient à discuter, mais pour moi et ma famille, l'air semblait soudainement lourd, presque irrespirable. Ma belle-mère, consciente de l'effet de ses paroles, affichait ce sourire satisfait, celui qui dit « Je contrôle la situation ». Mais moi, je savais qu'elle n'avait pas encore conscience que chaque mot prononcé était enregistré, que sa manipulation et sa trahison seraient bientôt révélées devant tous. Et c'est dans ce moment suspendu, avec mon cœur battant la chamade et mes pensées tournées vers la confrontation imminente, que j'ai réalisé l'ampleur du choc initial. Ce n'était pas seulement une question de tension familiale ou de querelle, mais le point de départ d'une vérité qui allait changer à jamais notre mariage, nos relations et notre famille. La fête n'était plus seulement une célébration, elle était devenue le théâtre d'un drame familial intense, où chaque regard, chaque mot, chaque silence portait le poids de la vengeance, des secrets et de la justice à venir. Alors que la tension dans le salon ne cessait de croître, un moment de silence inattendu s'est installé. Ma belle-mère, qui avait jusque-là maintenu son sourire faussement cordial, a soudainement changé de posture. Elle a laissé tomber, presque par inadvertance, un vieux dossier qui était posé sur le buffet. Mon regard s'est immédiatement fixé sur ce dossier. Il semblait ancien, jauni par le temps, et couvert d'une fine poussière qui indiquait qu'il avait été soigneusement conservé, comme un secret précieusement caché. Avec une lenteur calculée, elle a essayé de le ramasser, mais mes mains ont été plus rapides. Je l'ai pris avant qu'elle ne puisse le saisir, et à cet instant, j'ai ressenti un mélange étrange de peur et de curiosité. L'instant paraissait suspendu. Chaque respiration semblait peser une tonne, et le reste de la fête, avec ses rires et sa musique en arrière-plan, semblait soudain irréel, presque lointain. J'ai ouvert le dossier avec précaution. À l'intérieur, il y avait des documents qui allaient révéler bien plus que ce que j'avais imaginé. Parmi eux se trouvait un ancien testament, daté de plusieurs années, dans lequel figuraient des instructions précises sur l'héritage familial. Mais ce n'était pas tout. En feuilletant les pages avec attention, j'ai découvert que ma belle-mère avait tenté de manipuler ces documents pour détourner près de 50 000 € à son profit, en exploitant les lacunes légales et la confiance de mon mari. Un frisson m'a parcouru l'échine. Comment avait-elle osé? Pendant toutes ces années, elle avait observé, calculé, attendu le moment parfait pour agir. Sa réputation de mère aimante et de belle-mère attentive n'était qu'un masque soigneusement entretenu pour dissimuler ses intentions réelles. Je pouvais sentir la trahison me brûler le cœur, un mélange de colère et de douleur que je n'avais jamais ressenti auparavant. Cette découverte changeait tout, chaque geste qu'elle avait fait dans notre maison, chaque mot prononcé avec un sourire, prenait maintenant une signification sombre et manipulatrice. Je me suis alors rappelé des petits incidents qui, jusque-là, m'avaient semblé insignifiants. Les compliments trop précis, les questions insistantes sur nos finances, les visites inattendues lors des événements familiaux. Tout prenait maintenant un sens nouveau. Chaque moment de tension, chaque dispute latente, chaque sourire faux pouvait s'expliquer par ce plan secret qu'elle avait préparé depuis des années. C'était comme découvrir une pièce cachée dans une maison que l'on croyait connaître par cœur. Soudain, tout ce que l'on pensait savoir semblait incomplet, trompeur, mensonger. Mon mari est arrivé derrière moi, attiré par le bruit du dossier tombé. Quand il a vu ce que je tenais dans mes mains, son visage s'est figé. « Ceci document » murmura-t-il, incapable de terminer sa phrase. Le poids de la trahison devenait palpable, et pour la première fois, il semblait réellement vulnérable face à la manipulation de sa mère. Les souvenirs des années passées à la respecter, à lui faire confiance, se sont effondrés comme un château de cartes. J'ai regardé ma belle-mère, qui essayait de masquer sa nervosité derrière un sourire qui, cette fois, ne trompait personne. Ses mains tremblaient légèrement, et ses yeux trahissaient une peur qu'elle n'avait jamais montrée auparavant. Elle savait qu'elle avait été découverte, et qu'aucun masque ne pourrait plus cacher la vérité. Son autorité semblait s'évaporer peu à peu sous le poids du secret révélé. À ce moment-là, j'ai ressenti une montée de courage.
Toute cette douleur, toute cette injustice accumulée au fil des années, pouvait enfin être confrontée. Je savais que ce secret caché allait changer non seulement cette fête, mais aussi la dynamique de notre famille. Il n'était plus question de simples disputes ou de malentendus, c'était une trahison calculée, un acte de vengeance silencieuse qui avait été dissimulé derrière des années de sourires et de faux-semblants. Alors que je continuais à examiner les documents, d'autres détails ont émergé, des notes manuscrites, des lettres, et même des preuves d'influence sur les décisions de mon mari, toutes coordonnées pour maximiser son contrôle sur l'héritage familial. Chaque découverte était une lame de vérité tranchante, révélant le calcul froid et méthodique de ma belle-mère. Le mélange de choc et d'incrédulité a rendu l'air presque irrespirable. Ma fille, qui observait la scène, s'est rapprochée de moi, ses yeux grands ouverts et sa main serrant la mienne. Elle comprenait que ce que nous venions de découvrir allait bouleverser toute notre vie. J'ai alors pris une profonde inspiration, consciente que ce moment exigeait calme et stratégie. Chaque mot, chaque geste, chaque réaction allait compter. Il ne s'agissait pas seulement de révéler la vérité, mais de le faire de manière à ce que justice soit rendue, que la manipulation et la trahison ne restent pas impunies. La tension dans le salon s'épaississait à mesure que les invités commençaient à arriver, ignorant totalement le drame qui se jouait en coulisses. Le décor festif contrastait avec la gravité de la découverte, renforçant l'intensité du moment. Et c'est là que j'ai compris. Cette fête allait devenir le théâtre d'une confrontation inévitable. Le secret caché n'était plus seulement entre les murs de cette maison, il allait bientôt être exposé au grand jour, et chaque sourire, chaque applaudissement allait être teinté de la vérité que nous venions de découvrir. Ma belle-mère, malgré ses années de manipulation, n'avait pas prévu que ce jour-là, la vérité éclaterait devant tous. Chaque document dans ce dossier était un témoin silencieux de sa trahison, et il ne restait plus qu'à décider du moment parfait pour le révéler. C'était le point de bascule. Le choc initial avait ouvert la porte à une série d'événements qui allaient bouleverser notre mariage, notre famille et l'ordre établi par la manipulation silencieuse de ma belle-mère. Et à cet instant précis, j'ai senti le mélange intense d'injustice, de colère et de courage. Nous étions prêts à faire face à la vérité, à confronter la trahison, et à transformer cette fête en une leçon de justice et de révélation, là, devant 200 invités inconscients de l'histoire qui allait se dérouler. Alors que je tenais entre mes mains le dossier contenant les preuves de la manipulation et de la trahison de ma belle-mère, une tempête d'émotions s'est emparée de moi. Mon cœur battait à tout rompre, alternant entre la colère brûlante, la peur paralysante et une profonde tristesse. Je savais que ce que j'avais découvert allait changer à jamais la dynamique de notre famille, mais je me trouvais confrontée à un dilemme déchirant. Devais-je confronter ma belle-mère immédiatement, ou attendre le moment parfait pour exposer ses manigances devant tous les invités? Chaque option semblait lourde de conséquences. Si je réagissais trop vite, il y avait un risque que ma belle-mère se défende, se mette en colère et tente de retourner la situation contre moi. Si j'attendais trop longtemps, elle pourrait détruire ou manipuler les preuves, et la justice que je voulais instaurer serait compromise. J'étais prise entre la colère de l'injustice et la patience nécessaire pour préparer une confrontation publique digne de ce nom. Mon esprit tournait à toute vitesse, évaluant chaque détail, chaque scénario possible, comme un général planifiant une bataille minutieuse. Je pensais à ma fille, à mon mari, à tous ceux qui avaient placé leur confiance en moi, et je sentais le poids immense de la responsabilité. Je devais protéger non seulement les intérêts financiers de la famille, mais aussi l'intégrité émotionnelle de chacun. Le mariage de ma fille, ma relation avec mon mari, tout semblait en jeu. J'avais l'impression que chaque respiration était mesurée, que chaque silence pesait des tonnes, et que la moindre erreur pourrait transformer la vérité en catastrophe. Dans ce tumulte intérieur, je me suis rappelé toutes les fois où ma belle-mère avait utilisé sa ruse pour semer la discorde. Des années de petites humiliations et de remarques acérées m'avaient préparé à ce moment. Je savais qu'elle excellait dans l'art de la manipulation, qu'elle pouvait retourner les situations à son avantage avec une aisance déconcertante. Mais ce jour-là, armée de preuves tangibles, je sentais pour la première fois un pouvoir équilibrant, une chance de rétablir la justice et de protéger ma famille. Pourtant, le conflit intérieur n'était pas seulement stratégique, il était profondément émotionnel. Je ressentais une colère sourde, celle qui naît lorsqu'on réalise que la trahison provient d'une personne que l'on croyait proche, presque membre de sa propre famille. La douleur de cette trahison me brûlait de l'intérieur, un mélange de chagrin et de frustration qui me faisait serrer les poings et respirer difficilement. Chaque pensée sur le passé me ramenait au moment où elle avait souri avec hypocrisie,
où elle avait critiqué subtilement nos choix de vie, où elle avait manipulé mon mari et tenté de nous diviser. Dans le même temps, une part de moi se sentait coupable de nourrir cette colère. N'étais-je pas censé respecter ma belle-mère, lui offrir le bénéfice du doute, maintenir la paix familiale? Ce conflit moral me tiraillait. Entre le désir de justice et l'instinct de préserver l'unité familiale, je me trouvais dans une zone grise douloureuse où chaque décision semblait impossible. Chaque fois que je posais les yeux sur elle, son sourire faux, son regard calculateur, je sentais une tension presque physique se propager dans mon corps. C'était une bataille silencieuse entre l'éthique, la prudence et le besoin impérieux de faire éclater la vérité. Alors que je continuais à peser les options, je me suis surprise à imaginer la scène parfaite. Une confrontation publique, devant tous les invités, où chaque mot, chaque geste, serait calculé pour dévoiler la vérité sans accabler ma famille. Je voyais le visage de ma belle-mère se transformer lorsque la vérité serait exposée, je voyais le soulagement sur le visage de ma fille, la fierté dans le regard de mon mari, et cette satisfaction silencieuse de savoir que la manipulation et la tromperie ne pourraient plus continuer. Mais en même temps, le doute s'insinuait. Serais-je capable de garder mon calme, de ne pas laisser mes émotions prendre le dessus et de transformer cette fête en un véritable champ de bataille émotionnel? Le risque que ma belle-mère réagisse violemment ou tente de retourner la situation me hantait. Chaque seconde semblait étirer le temps, chaque respiration devenait un calcul, chaque geste était mesuré avec une précision quasi militaire. Je me trouvais à la croisée des chemins, entre patience stratégique et nécessité impérieuse d'agir. Mon esprit alternait sans cesse entre le plan et l'émotion. Je pensais à ce que mes choix allaient signifier pour l'avenir, pour ma fille, pour mon mari, pour ma propre dignité et pour l'équilibre fragile de notre famille. Ce conflit intérieur n'était pas seulement un dilemme moral ou stratégique, il était la manifestation d'une lutte profonde entre l'injustice et la justice, entre la trahison et la vérité, entre la peur et le courage. Et alors que le bruit des préparatifs continuait autour de moi, que les invités commençaient à arriver, que les rires et les conversations légères remplissaient le salon, je sentais une détermination croissante prendre racine. Ce conflit intérieur, cette bataille silencieuse en moi, allait déterminer la manière dont la vérité serait révélée et comment la justice, après tant d'années de manipulation et de mensonges, serait enfin rétablie. Chaque décision, chaque mouvement, chaque mot que je prononcerais à partir de ce moment deviendrait crucial pour que le plan fonctionne et pour que ma belle-mère, malgré ces années de manipulation, ne puisse plus jamais contrôler notre famille. À ce moment précis, j'ai compris que ce conflit intérieur n'était pas un simple dilemme. C'était la préparation mentale, émotionnelle et stratégique pour une confrontation qui allait marquer toute notre famille, transformer cette fête en un théâtre de vérité et révéler la manipulation cachée depuis tant d'années. Le poids de la responsabilité était immense, mais pour la première fois, je sentais que j'étais prête à affronter ce moment et à transformer la douleur et l'injustice en un acte de justice devant tout ce qui allait assister à ce drame silencieux. Après avoir découvert le secret caché de ma belle-mère et ressenti la tempête d'émotions de mon conflit intérieur, j'ai compris qu'agir impulsivement serait une erreur. Chaque geste, chaque parole devait être soigneusement pensée. La justice que je voulais instaurer ne pouvait être efficace que si elle était préparée avec minutie. C'est ainsi que j'ai commencé à planifier, dans mon esprit et dans les moindres détails, le moment parfait pour révéler la vérité et confronter ma belle-mère devant tous les invités. Je me suis installée dans le petit bureau du salon, où l'éclairage doux filtrait à travers les rideaux, créant une atmosphère calme et concentrée. Le dossier contenant l'Ancien Testament et les preuves de manipulation étaient posés devant moi, ouvert à la page où chaque détail de la trahison était consigné. J'ai relu chaque mot, chaque note manuscrite, chaque annotation qui révélait l'ampleur de sa tentative de détourner 50 000 € de l'héritage familial. Tout devait être enregistré, tout devait être exact, car une seule erreur et toute ma planification aurait été compromise. J'ai réfléchi à l'ordre des révélations. Le but n'était pas simplement d'humilier ma belle-mère, mais de montrer à tous les invités, et surtout à ma famille, la gravité de ses actions. Je voulais que la vérité éclate de manière irréfutable, que chaque mot prononcé, chaque geste effectué soit un témoignage de sa manipulation et de sa trahison. La planification était devenue une mission, un puzzle complexe où chaque pièce devait trouver sa place pour que le tableau final soit parfait et incontestable. Dans mon esprit, j'ai visualisé la scène, le salon décoré, les invités arrivant avec des sourires innocents, la musique douce en arrière-plan, et ma belle-mère, marchant fièrement sans se douter qu'elle allait être confrontée à la vérité.
Chaque détail devait être synchronisé, le moment où je sortirais l'enregistrement, le ton de ma voix, le placement des documents, la réaction de ma fille et de mon mari. Tout devait paraître naturel, mais chaque geste était calculé avec précision. J'ai pris un carnet et j'ai commencé à écrire un plan étape par étape. Premièrement, il fallait créer un contexte naturel, engager une conversation légère avec elle pour qu'elle se sente en confiance, comme si rien de particulier ne se passait. Deuxièmement, il fallait introduire subtilement le sujet de l'héritage, la faire parler et révéler ses intentions de manipulation. Troisièmement, l'élément clé, jouer l'enregistrement devant tous les invités, pour que la vérité soit exposée publiquement. Je notais chaque phrase, chaque question, chaque moment où je devais observer attentivement ses réactions pour ne rien manquer. La planification ne s'arrêtait pas là. Je devais également anticiper ses réactions. Si elle se mettait en colère, il fallait que je garde mon calme, que je ne perde jamais le contrôle de la situation. Si elle essayait de nier, il fallait que j'aie des preuves supplémentaires à portée de main, des documents, des notes ou des citations exactes de ses conversations précédentes. Chaque détail devait être anticipé, car face à quelqu'un d'aussi rusé et manipulateur que ma belle-mère, la moindre faiblesse pouvait être exploitée. Je réfléchissais aussi à l'impact émotionnel sur ma fille. Elle devait être protégée, mais aussi prête à soutenir la vérité et à témoigner si nécessaire. Je lui avais expliqué en douceur, sans entrer dans tous les détails qui auraient pu l'effrayer, ce qui se passait. Sa réaction était cruciale. Un geste, un mot de sa part pouvait renforcer ma position ou, au contraire, affaiblir l'impact de la confrontation. La planification incluait donc non seulement le déroulement des événements, mais aussi la préparation émotionnelle de chacun impliqué dans ce moment. Ensuite, je pensais aux invités. La majorité ignorait totalement les conflits et secrets qui se cachaient derrière les murs de notre maison. Mon objectif était de créer un moment où la vérité éclaterait sans mettre quiconque mal à l'aise, mais où l'injustice serait clairement exposée. Les réactions de tous étaient à anticiper. Choc, surprise, indignation, peut-être même admiration pour le courage de faire face à une manipulation silencieuse. Chaque détail de la mise en scène devait maximiser l'effet dramatique tout en restant crédible et naturel. Je visualisais également l'effet sur ma belle-mère. Son sourire calculateur devait se transformer en une expression de surprise, de honte, peut-être même de panique, mais rien ne devait sembler forcé. Tout devait sembler fluide, presque comme si le déroulement de la journée était normal, jusqu'au moment où la vérité éclaterait. Cette planification méticuleuse devenait un art, l'art de la justice silencieuse, où chaque geste était une pièce essentielle pour que le puzzle soit parfait. Pendant des heures, je passais en revue les moindres détails. Où placer l'enregistrement pour que tout le monde l'entende clairement? Quand lui montrer les documents pour qu'elle comprenne qu'elle ne pouvait plus nier? Comment gérer les réactions imprévues? Chaque question avait une réponse que je notais, que je testais mentalement dans des simulations imaginaires afin d'anticiper chaque possibilité. Je sentais mon cœur battre, mélange de tension et de détermination, mais aussi de satisfaction anticipée à l'idée que la vérité allait enfin éclater. La planification ne concernait pas seulement la confrontation, elle incluait aussi l'après. Comment rétablir la confiance au sein de la famille après une révélation si explosive? Comment protéger les relations les plus précieuses, comme celle de ma fille avec son mariage, et celle de mon mari avec sa mère, sans laisser la colère et la honte détruire tout ce que nous avions construit? Tout devait être pensé pour que l'impact émotionnel soit fort, mais que la reconstruction familiale reste possible après ce moment intense. Enfin, j'ai pris une dernière inspiration et j'ai fermé les yeux quelques secondes, visualisant une fois encore la scène parfaite dans ma tête. Le salon lumineux, les invités arrivant avec des sourires innocents, ma belle-mère marchant fièrement sans se douter de ce qui l'attendait, et moi, calmement, prête à orchestrer le moment où la vérité serait révélée, où l'injustice serait exposée, et où la manipulation et la trahison ne pourraient plus continuer. Ce plan, pensé dans les moindres détails, était devenu ma force, ma stratégie pour transformer la douleur et la colère accumulées en un acte de justice irréfutable. À cet instant précis, j'ai senti une certitude profonde. Tout était prêt. La planification avait créé un chemin clair vers la vérité, et bientôt, devant 200 invités, ma belle-mère allait devoir faire face à ce qu'elle avait longtemps tenté de cacher. La scène était prête, le moment était imminent, et rien ne pourrait plus arrêter la justice silencieuse que j'étais sur le point de révéler. Alors que la planification de la confrontation avec ma belle-mère avançait dans mon esprit, je savais qu'une étape cruciale serait la complicité avec ma fille. C'était elle,
ma confidente, mon alliée silencieuse, celle qui comprenait mes silences et mes regards, celle qui savait que chaque sourire faux de sa grand-mère cachait des intentions sombres. Depuis notre enfance, elle et moi avions développé une relation profonde, basée sur la confiance, l'amour et une communication silencieuse qui permettait de ressentir ce que l'autre pensait sans avoir besoin de mots. Ce lien allait devenir l'outil le plus puissant pour affronter la manipulation de ma belle-mère. Je l'ai donc emmenée à l'écart, derrière une étagère décorative où les ballons et les fleurs créaient un petit refuge presque invisible pour les invités. Son visage, d'abord rempli d'innocence et de joie à l'idée de célébrer l'anniversaire de son père, s'est transformé lorsqu'elle a compris que nous étions sur le point de faire face à une vérité qui allait bouleverser la dynamique familiale. Ses yeux brillaient d'inquiétude, mais aussi d'une détermination que je connaissais bien. Elle était prête à soutenir la vérité, même si cela signifiait confronter sa propre grand-mère devant des centaines d'invités. Nous avons parlé longuement, moi, en lui expliquant calmement que ce que nous avions découvert n'était pas seulement un secret, mais une tentative de manipulation et de trahison que sa grand-mère avait soigneusement dissimulée pendant des années. Je lui ai décrit chaque détail du testament, chaque note, chaque indice de manipulation, sans toutefois la submerger de détails trop complexes. Je voulais qu'elle comprenne la gravité de la situation, mais aussi qu'elle se sente capable de faire face à ce moment avec courage et sang-froid. Ma fille m'a écouté attentivement, serrant ma main, et j'ai senti la force silencieuse de notre lien. « Maman, je suis avec toi. Nous allons le faire ensemble », a-t-elle murmuré. Ces mots ont résonné en moi comme une promesse. Nous étions une équipe, et rien, pas même les années de manipulation et de mensonges, ne pourrait briser cette alliance. Son soutien était essentiel, non seulement pour exposer la vérité, mais aussi pour montrer à ma belle-mère qu'elle ne pouvait plus contrôler ni intimider notre famille. Ensuite, nous avons répété silencieusement notre plan. Chaque geste, chaque regard, chaque mot devait être coordonné. Je lui ai montré comment poser des questions apparemment innocentes pour amener sa grand-mère à révéler ses intentions sans qu'elle s'en rende compte. Nous avons discuté de la manière de rester calme et confiant, même si la situation devenait tendue, et de comment se soutenir mutuellement sans attirer l'attention des invités prématurément. Chaque détail était passé au crible, chaque réaction possible anticipée. Pendant cette préparation, j'ai également pris le temps de lui rappeler que la vérité, même lorsqu'elle fait mal, est un moyen de protéger notre famille et de restaurer la justice. Je lui ai parlé de l'importance de rester honnête et courageuse, de ne pas céder à la peur ou à la colère, et de comprendre que ce moment n'était pas seulement pour nous, mais pour protéger l'avenir et l'intégrité de notre famille. Son regard sérieux et concentré m'a confirmé qu'elle avait compris la responsabilité qui pesait sur nos épaules. Nous avons également évoqué les émotions qui pourraient surgir pendant la confrontation. Ma fille savait que sa grand-mère allait probablement essayer de l'intimider ou de la manipuler émotionnellement. Nous avons travaillé sur des réponses calmes, des gestes subtils pour montrer que nous étions unis, et des stratégies pour détourner toute tentative de provocation. La complicité entre nous était plus qu'une simple planification tactique, c'était une synchronisation émotionnelle, une confiance silencieuse qui allait permettre à chacune de nos réactions de renforcer l'impact de la révélation de la vérité. Pour renforcer cette complicité, nous avons également parlé des signaux silencieux à utiliser pendant la confrontation, un regard, un geste de la main, un léger mouvement de tête. Ces signaux seraient notre langage secret, permettant de rester coordonnés même sous la pression et le stress intense de l'événement. C'était comme un balai discret mais puissant, où chaque mouvement renforcerait notre unité et notre force face à la manipulation de sa grand-mère. Alors que nous continuions à répéter mentalement chaque étape, je me suis rendu compte de l'importance de cette complicité. Sans elle, le plan risquait d'échouer, mais avec elle, nous avions une chance réelle de transformer cette journée, qui aurait pu être normale, en un moment où la vérité éclaterait de manière spectaculaire et définitive. Je voyais dans les yeux de ma fille un mélange de peur, de courage et de détermination, et ce mélange m'a donné une force nouvelle. Nous étions prêtes, ensemble, à faire face à l'injustice, à exposer la trahison et à montrer que la manipulation de notre belle-mère n'aurait plus d'effet sur notre famille. Enfin, nous avons pris un moment pour respirer, pour nous recentrer et renforcer notre connexion. Le temps semblait suspendu, chaque son du salon, chaque rire, chaque bruit de décoration semblait lointain. Nous étions concentrés sur ce qui allait arriver, conscientes que la complicité que nous partagions allait être le pilier de notre succès. Dans ce silence, je me suis sentie confiante, forte et prête. Ma fille et moi étions une équipe indestructible,
Et ensemble, nous allions affronter la vérité et orchestrer la confrontation qui allait marquer la vie de notre famille à jamais. À ce moment précis, je savais que cette complicité ne serait pas seulement un outil stratégique, mais aussi un bouclier émotionnel. Elle nous protégerait de la peur, du doute et de l'intimidation, et ferait en sorte que, quoi qu'il arrive, nous resterions unis et fortes. La scène était prête pour la confrontation, et la complicité que nous avions construite minutieusement allait garantir que la vérité éclaterait devant tous, de manière claire, implacable et inoubliable. Le moment tant attendu approchait, et chaque minute qui passait semblait alourdir l'air dans la maison. Les préparatifs étaient presque terminés, les ballons colorés flottaient avec légèreté au plafond, les guirlandes scintillaient doucement sous l'éclairage tamisé, et les tables étaient couvertes de mets soigneusement disposés, mélangeant raffinement et chaleur familiale. Pourtant, derrière cette apparence festive, une tension invisible parcourait l'air. Ma belle-mère se tenait dans un coin du salon, son sourire calculé affiché, mais ses yeux trahissaient une nervosité subtile. Elle sentait, d'une manière inconsciente, que quelque chose se préparait, même si elle n'en connaissait pas encore la nature exacte. Alors que je vérifiais une dernière fois que tout était en place, la sonnette retentit. Les invités commençaient à arriver. Des amis proches, des membres de la famille, des collègues et quelques voisins triés sur le volet franchissaient le seuil de notre maison, apportant avec eux des sourires, des discussions légères et des cadeaux enveloppés dans du papier coloré. Chaque arrivée ajoutait un mélange de joie et de stress. La façade d'une fête normale devait être maintenue, mais chaque invité devenait aussi un témoin potentiel de ce drame qui se préparait dans l'ombre. Ma fille, à mes côtés, ajustait les détails des décorations tout en échangeant de petits signes avec moi. Nos regards se croisaient souvent, silencieux mais chargés de sens, c'était notre langage secret, une complicité renforcée par la préparation minutieuse et les répétitions que nous avions effectuées plus tôt. Je voyais dans ses yeux l'excitation mêlée à la nervosité. Elle comprenait parfaitement que ce moment allait être déterminant pour notre famille, et que sa grand-mère ne pourrait plus jamais manipuler les événements à sa guise. Les invités franchissaient le salon, complimentant les décorations, échangeant des salutations et semblant ignorer totalement la tension latente qui emplissait l'air. Je devais maintenir cette illusion de normalité, sourire poliment, accueillir chaque personne avec chaleur, tout en gardant mon attention concentrée sur ma belle-mère et sur le moment où le plan serait déclenché. Chaque mot que je prononçais, chaque geste que je faisais devait être mesuré, un faux pas et la subtilité de notre plan pourraient être compromises. Puis, un moment particulier attira mon attention. Ma belle-mère, bien que cachant sa nervosité derrière son sourire, observait attentivement chaque invité. Ses yeux glissaient sur les visages, analysant chaque réaction, cherchant à anticiper nos mouvements. Je pouvais presque sentir sa tension croissante, et cela me donna une satisfaction silencieuse. Elle commençait à comprendre, à sentir que ce jour n'allait pas être ordinaire. Elle ne savait pas encore que chaque mot qu'elle prononcerait serait bientôt enregistré, chaque geste observé, et chaque manipulation éventuelle dévoilée devant tous. Les premiers invités prirent place autour du buffet et des tables décorées. Les conversations légères et les rires contrastant avec l'atmosphère sous-jacente créaient une dualité presque palpable. Les invités étaient inconscients de l'imminence du choc, de la vérité prête à éclater. Et moi, je respirais profondément, sentant le poids de la responsabilité et l'intensité de la situation. La préparation mentale et émotionnelle que j'avais réalisée avec ma fille se révélait cruciale. Nous devions rester calmes, unis, et prêts à orchestrer la révélation avec précision. À mesure que de nouveaux invités arrivaient, la tension s'amplifiait subtilement. Chaque regard de ma belle-mère se faisait plus calculateur, comme si elle essayait de sonder nos intentions, de comprendre ce que nous préparions. Mais elle ne pouvait deviner la profondeur de notre plan, ni la complicité entre ma fille et moi. Chaque sourire échangé entre nous, chaque signe discret, servait à renforcer notre coordination silencieuse et à préparer le moment exact où la vérité serait dévoilée. Les invités commençaient à se mélanger, partageant des conversations et des anecdotes, mais mes sens restaient en alerte. Je percevais chaque nuance de ton, chaque expression faciale, chaque mouvement subtil. Mon attention oscillait entre l'accueil des invités et le suivi attentif de ma belle-mère, prête à intervenir au moindre signe de manipulation ou de provocation. La maison, malgré son apparence festive, devenait le théâtre d'un drame silencieux, où chaque invité devenait témoin inconscient de la tension croissante. Alors que le salon se remplissait, ma fille et moi continuions notre coordination silencieuse. Un simple regard, un léger geste de la main,
suffisait à communiquer des instructions ou à signaler un ajustement dans notre plan. Cette complicité silencieuse nous donnait une force et une confiance inébranlables, essentielles pour que la confrontation se déroule exactement comme prévu. La tension augmentait à chaque minute, mais elle était tempérée par notre préparation minutieuse et notre lien indéfectible. Enfin, le moment approchait où tous les invités étaient présents. La scène était parfaite, la maison rayonnait de festivité, les invités semblaient détendus, et ma belle-mère, inconsciente que ses manipulations allaient être exposées, se tenait au centre de l'attention, prête à agir comme si tout était normal. Mais nous savions, ma fille et moi, que chaque sourire, chaque geste et chaque mot allaient bientôt être testés. Le plan était en place, les témoins étaient là, et le moment où la vérité éclaterait devant 200 invités approchait inexorablement. Dans ce mélange de joie apparente et de tension palpable, je sentais le frisson de l'anticipation. Chaque détail des préparatifs, chaque répétition mentale, chaque signe silencieux entre ma fille et moi allait culminer dans l'instant le plus dramatique de notre vie familiale. Et au milieu de cette foule inconsciente, ma belle-mère était sur le point de découvrir que son pouvoir et sa manipulation ne tiendraient pas face à la vérité que nous allions révéler. Le moment tant attendu était enfin arrivé, l'ouverture officielle de la fête pour l'anniversaire de mon mari. Les invités, déjà rassemblés dans le salon décoré avec soin, se tenaient prêts à célébrer, inconscients du drame silencieux qui allait se dérouler sous leurs yeux. Les lumières légèrement tamisées et les décorations festives créaient une ambiance chaleureuse et joyeuse, tandis que le parfum des fleurs et des mets soigneusement préparés flottait dans l'air. Tout semblait parfaitement normal, mais derrière cette façade, une tension palpable s'accumulait. Chaque respiration, chaque regard, chaque mouvement était chargé de signification. Ma belle-mère, positionnée au centre de la pièce, ajustait constamment son sourire, essayant de paraître détendue et confiante. Mais je pouvais voir dans ses yeux une légère nervosité, presque imperceptible, qui trahissait son inquiétude. Elle sentait que quelque chose était différent, même si elle ne savait pas encore quoi. Je pouvais presque sentir l'anticipation dans l'air, un frisson subtil parcourant les invités, comme si l'atmosphère de la pièce elle-même était consciente que cette fête ne serait pas comme les autres. J'ai pris une profonde inspiration, ma fille à mes côtés, et nous avons échangé un regard silencieux mais lourd de sens. Chaque détail de notre plan était prêt, l'enregistrement caché, les documents préparés pour la révélation, et la synchronisation de nos gestes et regards. Nous devions agir avec précision pour que tout se déroule exactement comme prévu. Chaque minute comptait, chaque interaction devait être calculée pour maximiser l'impact de la vérité qui allait bientôt éclater. Alors que je commençais à accueillir les invités officiellement, mon mari, souriant mais inconscient de ce qui allait se passer, a prononcé quelques mots d'ouverture pour marquer le début de la fête. Les applaudissements et les rires légers ont rempli le salon, renforçant l'illusion d'une célébration normale. Mais je savais que cette façade joyeuse ne durerait pas. Chaque sourire échangé entre les invités masquait la tension sous-jacente, et chaque geste de ma belle-mère, bien que calculé, commençait à montrer de légers signes de déséquilibre. J'ai guidé subtilement ma fille vers un endroit stratégique où elle pourrait observer sa grand-mère sans éveiller de soupçons. Nos regards se sont croisés à plusieurs reprises, échangeant des signaux silencieux pour rester synchronisés. La complicité que nous avions construite au fil des semaines de préparation était essentielle. Elle allait nous permettre de gérer chaque réaction inattendue et de maintenir le contrôle sur le déroulement de la fête. Alors que les invités se dirigeaient vers le buffet et commençaient à échanger des conversations légères, j'ai commencé à introduire doucement des sujets qui pourraient amener ma belle-mère à se trahir elle-même. Chaque question que je posais, chaque remarque subtile que je faisais, était conçue pour éveiller sa vigilance tout en la plaçant dans une position où ses intentions et manipulations passées risquaient de se dévoiler. Je voyais son regard se durcir par moments, une tension subtile mais révélatrice, signe que notre plan commençait à produire ses premiers effets. Le moment de l'ouverture officielle a été ponctué par le toast traditionnel pour l'anniversaire de mon mari. Les verres ont été levés, les sourires échangés, et j'ai senti une montée d'adrénaline intense. C'était le point de départ idéal pour amorcer la confrontation. Tout devait sembler naturel et festif, mais chaque geste, chaque mot prononcé devait être calculé pour préparer l'instant précis où la vérité éclaterait. La dualité de l'atmosphère, apparence joyeuse d'un côté, tension sous-jacente de l'autre, rendait l'expérience presque électrisante. À mesure que les invités prenaient place et que la musique douce remplissait la pièce, ma belle-mère commençait à montrer des signes plus visibles de nervosité. Ses mains tremblaient légèrement lorsqu'elle tenait son verre, et son sourire,
autrefois impeccable, montrait maintenant de légères fissures. Chaque petit geste était pour moi un indicateur que nous étions sur le bon chemin, la confrontation approchait, et la vérité allait bientôt se manifester. J'ai continué à guider les interactions avec subtilité, plaçant les invités, orchestrant les conversations, et veillant à ce que ma fille reste toujours à portée de vue de sa grand-mère. La tension montait doucement mais inexorablement, chaque seconde intensifiant l'anticipation du moment où la vérité serait révélée. L'atmosphère devenait presque électrique, une fusion de joie apparente et de suspense latent, prête à exploser à tout instant. Puis, dans un silence presque imperceptible, un premier indice d'inquiétude de ma belle-mère est apparu. Elle a commencé à fixer certains invités avec suspicion, cherchant des indices sur ce qui se préparait. Son comportement trahissait une conscience soudaine que quelque chose n'allait pas comme prévu, mais elle ne savait pas encore que chaque mot qu'elle prononcerait serait enregistré, chaque geste observé, et chaque manipulation bientôt révélée. Ce simple changement dans son attitude renforçait l'effet dramatique que nous avions préparé minutieusement. Tout était maintenant en place, la maison était remplie d'invités, la scène était parfaitement préparée, et la complicité silencieuse entre ma fille et moi nous donnait la force et la confiance nécessaires pour orchestrer l'instant décisif. L'ouverture de la fête n'était pas seulement le début d'une célébration, c'était le prélude d'une révélation dramatique qui allait changer la dynamique de notre famille, exposer la trahison et la manipulation de ma belle-mère, et établir enfin une justice longtemps attendue. À cet instant précis, je savais que chaque détail de notre préparation allait se révéler crucial. La fête, avec son apparence de normalité et sa joie apparente, était devenue le théâtre idéal pour la vérité. Et tandis que les invités riaient et discutaient, sans se douter de ce qui allait arriver, j'attendais le moment exact où l'ombre de la manipulation de ma belle-mère serait enfin dissipée par la lumière de la vérité. Alors que les invités continuaient à échanger des rires et des conversations légères, je savais que le moment crucial approchait, la confrontation subtile avec ma belle-mère. Chaque geste que je faisais, chaque phrase que je prononçais était calculée pour éveiller sa vigilance tout en gardant l'apparence d'une fête normale. Le stress et l'anticipation palpitaient dans mes veines comme un tambour silencieux, prêt à éclater au moment précis où la vérité devait surgir. La subtilité était essentielle, je ne voulais pas provoquer une explosion immédiate qui aurait pu ruiner notre plan. Je me suis rapproché d'elle, ajustant mon sourire et ma voix pour paraître détendue, presque innocente. « Alors, comment se passe la fête pour toi jusqu'à présent ?» ai-je demandé, avec un ton léger mais chargé de sous-entendus. Ses yeux ont suivi mes mouvements, analysant chaque inflexion de ma voix, chaque mouvement de mes mains, comme si elle cherchait à décoder un signal invisible. Je savais qu'elle sentait quelque chose, une tension imperceptible, mais elle ne pouvait encore identifier la source exacte de cette pression subtile. Ma fille était stratégiquement placée derrière elle, observant silencieusement chaque micro-expression, prête à intervenir si nécessaire. Nous avions répété ces mouvements et ces échanges 1000 fois dans notre tête, analysant les réactions possibles et imaginant des réponses calmes mais fermes à chaque tentative de manipulation de sa part. La complicité entre nous deux était presque télépathique. Un simple regard suffisait pour confirmer la marche à suivre. J'ai commencé à introduire des éléments de conversation qui semblaient anodins, mais qui étaient en réalité des leviers pour provoquer la vérité. « Tu te souviens de l'Ancien Testament, celui que mon mari avait laissé sur la table l'autre jour ?» ai-je demandé innocemment, en feignant la curiosité. Sa réaction a été instantanée mais discrète. Un léger recul de la tête, un sourire forcé, et ses mains se crispant légèrement sur le verre qu'elle tenait. Ces micro-réactions me confirmaient que nous étions sur le bon chemin. Je continuais, calmement, tissant la conversation avec soin pour l'amener à dévoiler ses intentions passées sans qu'elle s'en rende compte. Chaque phrase était un pas de plus vers l'exposition finale. Je me demandais ce que tu pensais des préparatifs de la fête. Tu as toujours eu de si bonnes idées pour organiser des événements, n'est-ce pas? Le compliment, apparemment innocent, servait en réalité à l'amener à se vanter, à exposer son sens de la manipulation et son contrôle sur les situations. Ma belle-mère, malgré son expérience et sa capacité à manipuler les situations, commençait à montrer des signes de nervosité plus visibles. Ses yeux flottaient entre moi et ma fille, cherchant des indices, essayant de comprendre ce qui se tramait. Ses lèvres se serraient, et de légers tremblements apparaissaient dans sa voix lorsqu'elle essayait de répondre. Chaque micro-détail était noté par moi et ma fille, nous permettant de calibrer nos prochaines actions. Pour accentuer la confrontation subtile, j'ai commencé à glisser des références directes à ses actes, mais de manière voilée. « C'est drôle, n'est-ce pas ?
Comme certaines choses qu'on pensait oublier semblent toujours refaire surface. Ai-je murmuré avec un sourire presque imperceptible. Ses mains ont tressailli légèrement, et un petit sursaut dans son regard a trahi sa conscience de la menace imminente. Elle savait, instinctivement, qu'elle était observée, surveillée, et que ses manipulations passées ne resteraient plus cachées. Ma fille, silencieuse mais attentive, confirmait chaque réaction par de légers signes que seul moi pouvais comprendre. Cette synchronisation subtile entre nous deux renforçait notre position, nous contrôlions le rythme, le ton et la direction de la confrontation, tandis que ma belle-mère tentait de naviguer dans un terrain qu'elle pensait maîtriser. Chaque sourire forcé, chaque mouvement précautionneux, chaque phrase hésitante qu'elle prononçait servait notre plan et rapprochait le moment de l'exposition finale. J'ai continué à manipuler la conversation avec une précision chirurgicale, chaque mot étant un fil que nous tirions pour dévoiler progressivement la vérité. Tu sais, certaines choses ne peuvent pas rester cachées éternellement. Ai-je ajouté, d'un ton léger mais incisif. Un léger tremblement dans sa main trahissait sa conscience que ses secrets étaient sur le point d'être révélés. Chaque geste de sa part devenait une confirmation que la confrontation subtile fonctionnait exactement comme nous l'avions prévu. Alors que la conversation se poursuivait, j'ai senti un mélange de satisfaction et d'adrénaline monter en moi. Le contrôle était complet. La tension montait sans que personne d'autre dans la pièce ne s'en rende compte. Chaque micro-mouvement et chaque parole trahissait l'inquiétude de ma belle-mère. Ce n'était pas encore l'explosion finale, mais le chemin était tracé. La subtilité de notre approche transformait cette confrontation en un jeu psychologique où chaque détail comptait, où chaque réaction était un pas vers la justice. Les invités continuaient à rire et à discuter, inconscients de la bataille silencieuse qui se jouait devant eux. La fête, avec ses apparences de normalité, devenait le théâtre parfait pour la révélation à venir. Chaque sourire, chaque toast, chaque interaction semblait anodine, mais pour ma belle-mère et pour ma fille et moi, chaque geste avait un poids immense. La tension sous-jacente était palpable, un fil invisible qui reliait chaque mouvement, chaque mot, chaque regard. Et au milieu de ce mélange de légèreté apparente et de tension palpable, je savais que la confrontation subtile n'était que le prélude à l'instant décisif. La vérité allait bientôt éclater, mais chaque étape devait être menée avec soin, chaque réaction anticipée et chaque mouvement calculé. Cette danse silencieuse entre la manipulation et la vérité atteignait son apogée, et ma belle-mère, malgré toute son expérience et sa ruse, ne pouvait plus échapper à la justice que nous étions sur le point de lui imposer. Le moment que nous attendions depuis des semaines, le point culminant de notre plan minutieusement orchestré, était enfin arrivé, le moment de vérité. Le salon, pourtant décoré pour une fête joyeuse, était devenu le théâtre silencieux d'une tension presque insupportable. Les invités riaient, discutaient et levaient leurs verres, inconscients de la tempête qui allait éclater sous leurs yeux. Chaque sourire et chaque toast semblaient prolonger l'illusion, mais au fond de moi, je sentais que chaque seconde rapprochait le moment où tout serait révélé. Ma fille et moi nous étions placés stratégiquement, nos regards échangés communiquant une certitude silencieuse. Nous savions que chaque détail de notre préparation allait se concrétiser maintenant, l'enregistrement caché, les documents soigneusement disposés et notre synchronisation parfaite allaient créer un impact irréversible. La complicité que nous avions construite était notre bouclier et notre arme à la fois, et elle allait briller dans cet instant décisif. J'ai pris une profonde inspiration, sentant l'adrénaline pulser dans mes veines, et j'ai sorti discrètement l'enregistrement de ma poche, caché dans un étui élégant que personne ne pouvait soupçonner. Le silence semblait s'épaissir autour de ma belle-mère, comme si elle pressentait que l'instant tant redouté approchait. Son sourire calculé vacillait légèrement, ses mains tremblaient presque imperceptiblement, et ses yeux commençaient à refléter l'ombre de l'inquiétude qu'elle essayait désespérément de dissimuler. D'un geste presque imperceptible, j'ai activé l'enregistrement. Au début, le son était faible, presque inaudible pour les invités, mais suffisamment clair pour que ma belle-mère l'entende distinctement. Et là, dans la pièce, sa voix s'est mêlée à celle de mon mari et à nos propres mots, elle-même, s'exprimant sur ses intentions de détourner 50 000 € de l'héritage familial, ses notes, ses excuses calculées et ses manipulations soigneusement planifiées. Chaque mot, chaque nuance de sa voix trahissait sa duplicité et son calcul. Sa réaction fut instantanée mais contrôlée, ses yeux s'écarquillèrent, un léger tremblement parcourut ses mains, et son sourire se figea en une expression figée, presque terrifiée. Elle comprit enfin, dans cette fraction de seconde, que tout ce qu'elle avait tenté de cacher allait être exposé devant 200 invités,
et qu'aucune manipulation supplémentaire ne pourrait sauver son image ou ses mensonges. L'effet était dévastateur, mais d'une manière que nous avions anticipée, subtile, irréversible et absolument incontestable. Les invités, d'abord surpris par le son inhabituel, commencèrent à tendre l'oreille. Quelques-uns échangèrent des regards perplexes, tandis que d'autres se penchaient, curieux de comprendre l'origine de ce murmure qui semblait chargé de gravité. Je sentais leur attention se focaliser progressivement, sans qu'ils réalisent encore toute l'étendue de la trahison qui allait se révéler. Chaque instant était parfait. Chaque micro-réaction de ma belle-mère accentuait l'impact psychologique de la scène. J'ai ensuite présenté les documents, les posant lentement sur la table, bien en vue, avec la délicatesse d'un acte cérémonial. Le testament, les notes manuscrites, et chaque preuve de ces manipulations étaient exposées avec soin. Les invités pouvaient maintenant voir et comprendre la profondeur de la trahison, mais le moment le plus dramatique restait le visage de ma belle-mère, figé dans une expression de stupeur et de honte. D'un ton ferme mais maîtrisé, j'ai commencé à poser des questions directes, presque innocentes, pour laisser la vérité s'imposer par elle-même. « Alors, peux-tu expliquer pourquoi ces notes existaient ?» demandai-je, en laissant un silence pesant s'installer entre chaque mot. Elle balbutia quelques excuses, essayant de minimiser ses actions, mais chaque phrase prononcée renforçait notre position et exposait sa duplicité. Les invités, désormais conscients de l'ampleur du drame, commencèrent à murmurer entre eux, partageant leur choc et leur indignation. Ma fille, à mes côtés, restait calme mais attentive, prête à intervenir ou à soutenir mes propos si nécessaire. Sa présence renforçait mon assurance et rendait la confrontation encore plus puissante. Nous étions une unité, et notre synchronisation silencieuse rendait l'exposé irrésistible et implacable. Chaque mot, chaque geste, chaque regard échangé amplifiait l'effet dramatique, transformant une fête apparemment joyeuse en un moment de vérité historique pour notre famille. L'expression de ma belle-mère changeait progressivement, la peur initiale se transformait en désespoir, son contrôle habituel s'effritait, et le poids de la vérité la submergeait. Chaque geste maladroit, chaque tentative de justification échouait devant l'évidence implacable des preuves et de l'enregistrement. Elle avait sous-estimé notre préparation, notre complicité et notre détermination à exposer la vérité. Le silence dans la pièce devenait presque palpable, interrompu seulement par les murmures choqués des invités. La tension atteignait son apogée, et je pouvais sentir chaque battement de mon cœur comme un écho de la justice que nous étions en train d'accomplir. La confrontation subtile s'était transformée en exposition totale, mais de manière maîtrisée, orchestrée et implacable. La vérité éclatait dans toute sa puissance, irréversible et incontestable. À ce moment précis, je compris l'ampleur de ce que nous venions d'accomplir. Ce n'était pas seulement une victoire contre la manipulation de ma belle-mère, mais un acte de justice silencieuse pour protéger l'intégrité de notre famille. Les regards des invités, la réaction de ma fille et la stupeur sur le visage de ma belle-mère confirmaient que notre plan, conçu avec minutie, avait atteint son but ultime. Et pourtant, malgré le choc et la révélation, une tension subsistait dans l'air. Personne ne savait encore comment elle allait réagir ensuite, ni quelles conséquences ce moment de vérité aurait sur le futur de notre famille. La fête, qui avait commencé comme une célébration joyeuse, était devenue le théâtre d'un bouleversement irréversible, et nous savions que chaque instant à venir serait chargé de conséquences profondes et inattendues. Le silence pesant qui suivit le moment de vérité était presque palpable dans le salon. Les invités, qui quelques instants auparavant riaient et discutaient joyeusement, étaient désormais figés, suspendus à chaque mot, chaque geste et chaque réaction de ma belle-mère. L'air semblait vibrer d'une tension nouvelle, un mélange d'incrédulité et d'indignation qui commençait à se propager comme une onde silencieuse parmi les convives. Personne ne savait quoi dire. Certains échangeaient des regards furtifs, d'autres murmuraient entre eux des phrases à peine audibles, tentant de comprendre l'ampleur de ce qui venait de se révéler devant eux. Ma belle-mère, quant à elle, se tenait figée, son visage pâle trahissant un mélange de honte, de peur et de colère contenue. Chaque invité pouvait maintenant lire sur son visage la peur que ces manipulations soient enfin exposées. Les murmures et les regards chargés de jugement qui circulaient dans la pièce semblaient amplifier cette humiliation silencieuse. C'était un moment où la justice, lente mais implacable, se manifestait sous les yeux de tous, et je pouvais sentir le poids de cette vérité dans chaque souffle et chaque regard. Certains invités, visiblement choqués, reculaient légèrement, comme pour se protéger du drame émotionnel qui se jouait devant eux. « Mais, comment a-t-elle pu faire ça ?»
murmura une voix familière derrière moi, trahissant une indignation sincère et presque douloureuse. Les gens qui nous connaissaient depuis longtemps avaient du mal à concilier l'image qu'ils avaient de ma belle-mère avec la trahison flagrante révélée devant eux. Le choc collectif était presque tangible, et je pouvais sentir un frisson parcourir la pièce, un mélange de tension et de satisfaction silencieuse. Certaines personnes, qui avaient été les plus proches de ma belle-mère, avaient des expressions encore plus complexes. Il y avait de la surprise, bien sûr, mais aussi de la colère et même un sentiment de trahison personnelle. Ces invités semblaient réfléchir à tous les moments où ils avaient été manipulés ou trompés, et le poids de cette révélation commençait à résonner dans leurs esprits. Le murmure collectif se transformait peu à peu en un brouhaha contrôlé, chacun commentant l'inattendu et l'inacceptable. Ma fille, à mes côtés, restait calme mais attentive, suivant chaque réaction, chaque mouvement des invités. Elle comprenait que leur réaction était une confirmation supplémentaire de la justesse de notre plan et de l'impact réel de la vérité exposée. Les regards admiratifs ou choqués qu'ils lançaient vers nous renforçaient notre position et notre légitimité dans cette confrontation. C'était comme si, par leur réaction, chaque invité participait à ce moment de justice silencieuse que nous avions orchestré. Un autre invité, plus audacieux, osa s'adresser directement à ma belle-mère. « Tu devrais t'expliquer, devant tout le monde, » dit-il avec une voix ferme, exprimant à la fois l'indignation et l'exigence de justice. Ces mots, simples mais puissants, résonnaient dans la pièce et semblaient ouvrir la voie à une confrontation publique que nous savions inévitable. La tension augmentait encore. Chaque geste, chaque mot de ma belle-mère devenait un indicateur de son état mental et émotionnel. Ses sourcils froncés, ses lèvres pincées et ses mains crispées sur son verre étaient autant de signes visibles de sa détresse intérieure. Certains invités échangeaient maintenant des murmures entre eux, commentant les implications de la trahison révélée. Je ne peux pas croire qu'elle ait essayé de détourner cet argent, et devant tout le monde, disait une invitée, visiblement choquée et déçue. La combinaison de surprise, de colère et d'admiration silencieuse pour notre stratégie commençait à créer un effet presque cinématographique dans la pièce. Les regards circulaient, certains surpris, d'autres amusés par la manière dont la vérité avait éclaté de manière si orchestrée. Pendant ce temps, ma belle-mère essayait de récupérer une apparence de contrôle, mais chaque mouvement maladroit trahissait sa nervosité. Elle savait que chaque geste était scruté, que chaque mot qu'elle prononçait pouvait être utilisé contre elle, et que sa réputation venait de subir un choc irréversible. Les invités, eux, semblaient maintenant apprécier pleinement la puissance de la vérité révélée. Leurs expressions variaient entre stupeur, satisfaction et fascination silencieuse. Le mélange de justice et de dévoilement de secrets créait une ambiance presque théâtrale, où chaque réaction renforçait la force de notre plan. J'ai observé attentivement chaque invité, notant les signes de soutien implicites, les murmures d'approbation et les regards admiratifs. Certains semblaient même ressentir un soulagement personnel, comme si la vérité avait libéré non seulement notre famille, mais aussi ceux qui avaient été indirectement témoins des manipulations passées de ma belle-mère. La satisfaction de voir cette justice silencieuse se manifester devant les invités était intense, presque addictive, et je savais que ce moment serait gravé dans la mémoire de tous. Ma fille, sentant la force de ce moment, s'est rapprochée de moi, et nos mains se sont serrées, silencieusement mais avec conviction. Nous avions orchestré une révélation qui non seulement exposait la trahison, mais unissait notre famille autour d'une vérité que personne ne pourrait ignorer. Les invités étaient désormais des témoins directs, et leur réaction collective amplifiait l'impact émotionnel et psychologique de la scène. La tension ne faisait que croître à mesure que certains invités prenaient la parole, confrontant ma belle-mère avec des questions directes, des expressions de désapprobation ou des gestes de soutien pour notre famille. Chaque intervention renforçait la réalité. Notre plan, soigneusement préparé, avait réussi à transformer une fête en un moment de justice, de révélation et de catharsis. Le mélange d'indignation, de choc et de satisfaction dans le regard des invités était un écho puissant de la réussite de notre stratégie. Et tandis que ma belle-mère s'efforçait de trouver une réponse, l'ensemble des invités observaient, captivés par la scène. Le murmure collectif et les regards de jugement transformaient le salon en un tribunal informel où la vérité régnait enfin. La fête, qui avait commencé comme une célébration joyeuse, était devenue un moment de révélation historique pour notre famille, et chaque réaction des invités contribuait à graver cet instant dans la mémoire de tous. La confrontation, la tension et la révélation avaient désormais atteint un point culminant. La réaction des invités, mélange de stupeur,
de colère, d'admiration et de satisfaction, confirmaient que notre stratégie avait réussi. La vérité éclatait devant eux, indiscutable, implacable, et la position de ma belle-mère dans la famille venait de s'effondrer, exposée pour tous. Le théâtre émotionnel était complet. Chaque spectateur était maintenant témoin de ce moment unique, et personne ne pourrait oublier la puissance de cette justice silencieuse orchestrée avec minutie. Après la confrontation et la révélation publique, un silence lourd et chargé d'émotions enveloppa le salon. Chaque invité, bien que choqué par les actions de ma belle-mère, ressentait maintenant une sorte de libération silencieuse. Ce silence n'était pas vide, il était rempli de sentiments accumulés depuis des années, de la frustration, des rancunes, des inquiétudes et des tensions longtemps enfouies au sein de notre famille. C'était un moment étrange, presque surnaturel, où la vérité venait de se manifester et où chacun, même involontairement, prenait part à cette libération émotionnelle collective. Ma belle-mère, quant à elle, était figée, impuissante, incapable de prononcer un mot qui aurait pu atténuer l'effet de l'aveu enregistré. Son visage trahissait une douleur profonde, mélange de honte et de peur, tandis qu'elle prenait conscience que toute sa manipulation, toutes ses tentatives de contrôle et d'influence, étaient désormais exposées devant la famille et les invités. Chaque micro-expression, chaque geste maladroit de sa part, servait à renforcer la catharsis silencieuse qui se déroulait dans la pièce. Sa posture corporelle, légèrement affaissée, et ses mains tremblantes montraient à quel point elle était consciente de la perte totale de pouvoir et de crédibilité. Autour d'elle, les invités restaient attentifs, observant chaque réaction. Les murmures et les échanges d'expressions se multipliaient, certains exprimant de la sympathie, d'autres de l'indignation, mais tous partageant cette énergie nouvelle qui transformait l'espace en un lieu de libération émotionnelle. Des cousins, des oncles, des amis proches et même des voisins qui avaient été témoins des tensions familiales depuis des années semblaient enfin respirer un air plus léger, comme si un poids invisible venait d'être levé. Le mélange de justice et de vérité avait créé une onde de soulagement collectif qui se propageait silencieusement parmi chacun. Je me suis tournée vers ma fille, et nous avons échangé un regard silencieux, chargé d'une émotion indescriptible. Elle comprenait parfaitement l'importance de ce moment. Ce n'était pas seulement la fin d'une manipulation ou l'exposition d'un mensonge, mais une véritable renaissance émotionnelle pour notre famille. La catharsis familiale commençait à se manifester par des gestes subtils, des mains qui se posaient sur d'autres épaules, des sourires fragiles mais sincères, et quelques larmes discrètes glissant sur les joues de certains invités. La tension qui avait paralysé l'atmosphère pendant des années se dissolvait enfin dans la lumière de la vérité. Les conversations reprirent progressivement, mais avec une nuance différente. Il ne s'agissait plus de banalités ou de faits superficiels, mais de discussions authentiques, parfois chargées de confessions, parfois marquées par l'empathie ou la compassion. La famille commençait à se réapproprier son espace émotionnel, à parler sans crainte des manipulations passées, à exprimer des regrets et à reconnaître des erreurs. Chaque phrase prononcée servait à reconstruire une atmosphère saine, où la vérité, plutôt que la peur ou le mensonge, devenait la base des relations futures. Ma belle-mère, toujours au centre de cette scène, semblait prise dans un mélange de colère silencieuse et de honte écrasante. Elle comprenait que sa position au sein de la famille avait été irrémédiablement altérée, et qu'aucun geste ou mot ne pourrait restaurer sa crédibilité. Cette réalisation, bien que douloureuse pour elle, était exactement ce que nous avions anticipé et voulu provoquer, une justice émotionnelle qui apportait un équilibre et une vérité enfin visible pour tous. Certains invités, plus courageux, se rapprochèrent de nous pour offrir des mots de soutien ou de réconfort, renforçant encore la dynamique positive qui émergeait de cette catharsis. Les échanges se faisaient désormais avec authenticité, des histoires étaient partagées, des excuses sincères prononcées, et une réévaluation des liens familiaux se mettait en place sous nos yeux. Chaque geste et chaque parole contribuait à apaiser les tensions accumulées, à guérir les blessures invisibles et à restaurer une forme de paix intérieure. La fête, qui avait été initialement une célébration joyeuse mais superficielle, s'était transformée en un rituel cathartique où la famille, guidée par la vérité et la justice, trouvait enfin un moyen de libérer ses émotions refoulées. Les rires, bien que moins fréquents qu'au début, devenaient plus authentiques, les regards, moins calculés, reflétait enfin la sincérité et la reconnaissance du chemin parcouru ensemble. La maison elle-même semblait respirer différemment, comme si l'énergie stagnante des secrets et des tensions avait été remplacée par une atmosphère de légèreté et de renouveau. À ce moment précis,
Je réalisais que la catharsis familiale n'était pas seulement une vengeance subtile contre la manipulation de ma belle-mère, mais un véritable acte de guérison pour nous tous. Les blessures anciennes, les ressentiments accumulés et les frustrations silencieuses commençaient à se dissiper, remplacés par un sentiment de justice et de satisfaction intérieure. Les émotions, qui avaient été comprimées pendant des années, trouvaient enfin un exutoire, transformant le drame en une leçon de vérité et de réconciliation émotionnelle. Et même si la douleur et la honte de ma belle-mère demeuraient palpables, la famille, elle, commençait à se reconstruire. Ce moment de catharsis familiale, puissant et irrémédiable, allait marquer un tournant dans nos vies, un instant où la vérité et la justice s'étaient imposées, apportant enfin une clarté et une paix longtemps attendues. La fête n'était plus seulement une célébration d'anniversaire. Elle était devenue un symbole de renaissance, de libération et de vérité, gravé dans la mémoire de chaque invité présent. Même après la catharsis familiale, l'air dans la maison restait chargé d'une énergie étrange et inachevée. Bien que la vérité ait été révélée et que ma belle-mère ait été publiquement exposée pour ses manipulations, il y avait encore des tensions palpables qui n'avaient pas trouvé de résolution. Les invités, bien qu'impressionnés et soulagés par la révélation, semblaient hésiter à revenir à une normalité complète. Chaque sourire échangé était légèrement crispé. Chaque conversation comportait une nuance d'inquiétude ou de prudence, comme si le drame qui venait de se jouer avait laissé une empreinte indélébile sur la dynamique familiale. Ma belle-mère, quant à elle, oscillait entre honte, colère et un désir latent de revanche silencieuse. Son visage trahissait des pensées qui ne pouvaient être mises en mots, et ses gestes, bien que mesurés, montraient qu'elle planifiait déjà ses prochains mouvements. Elle savait que sa réputation avait été endommagée, mais elle n'avait pas encore accepté que sa position de pouvoir dans la famille soit définitivement compromise. Chaque regard qu'elle lançait autour de la pièce était chargé de calcul et d'appréhension, et je pouvais sentir la tension psychologique qui l'habitait, comme un feu intérieur prêt à reprendre vie. Les invités, quant à eux, étaient divisés intérieurement. Certains éprouvaient de la compassion pour la situation de ma belle-mère, se rappelant ses moments d'autorité ou de soutien passé, tandis que d'autres étaient encore profondément en colère, incapables de pardonner ce qu'ils venaient de découvrir. Les conversations reprenaient, mais elles étaient ponctuées de pauses et de regards insistants vers ma belle-mère, chacun pesant ses mots avant de les prononcer. Il y avait une tension sous-jacente, une sorte de suspense silencieux qui maintenait tout le monde sur le qui-vive. J'observais chaque micro-réaction, chaque respiration, chaque frémissement de nervosité. Les tensions non résolues ne se manifestaient pas seulement chez ma belle-mère, mais chez toute la famille. Les années de ressentiment et de malentendus, accumulées avant la fête, n'avaient pas disparu avec la révélation. Certains cousins et oncles gardaient encore des rancunes passées, certaines amies avaient du mal à faire confiance à nouveau, et même mon mari, bien que soulagé de la vérité, semblait réfléchir aux conséquences futures de cette exposition publique. L'atmosphère, bien que libérée d'une partie du mensonge, restait lourde, presque électrique. Ma fille, à mes côtés, percevait également cette tension persistante. Elle me regardait avec des yeux remplis d'interrogation et de prévoyance. Nous savions toutes deux que la bataille émotionnelle ne se terminerait pas ici, et que les séquelles psychologiques de cette confrontation allaient se prolonger longtemps. La vérité avait été révélée, la manipulation exposée, mais les cicatrices invisibles de la famille nécessitaient encore du temps, de l'attention et de la prudence pour être véritablement guéries. À plusieurs reprises, ma belle-mère tentait de reprendre une apparence de contrôle, mais chaque geste révélait sa nervosité sous-jacente. Ses sourires forcés, ses réponses hésitantes aux questions des invités et ses regards furtifs vers nous trahissaient un mélange de peur et de fierté blessée. Elle semblait mesurer chaque mot, chaque geste, consciente que la moindre erreur pourrait accentuer encore sa perte de crédibilité. Cette tension constante, visible pour ceux qui prenaient le temps de l'observer, rendait la situation d'autant plus dramatique et fascinante. Certaines conversations entre invités révélaient également des frictions latentes. Des débats à voix basse sur la moralité de ces actions, des interrogations sur l'avenir de l'héritage familial et des suppositions sur les conséquences juridiques commençaient à émerger. La vérité avait été révélée, mais l'incertitude et les désaccords sur la manière de gérer l'après-drama maintenaient un climat de suspense. Les alliances familiales se réalignaient lentement, certains choisissant de prendre parti, d'autres de rester neutres, mais tous ressentant le poids de ce qui venait de se produire. Même les invités qui semblaient les plus détendus montraient des signes subtils de malaise. Les rires étaient plus rares, les conversations plus prudentes,
et chaque mouvement semblait chargé d'une conscience de la gravité de l'événement. La tension psychologique, bien que moins visible que pendant la confrontation directe, persistait et flottait comme une ombre dans chaque coin de la pièce. C'était une tension silencieuse mais réelle, un rappel constant que la vérité, une fois révélée, ne guérit pas instantanément toutes les blessures. Je ressentais également cette tension dans mon propre corps. La satisfaction de la justice accomplie était teintée d'un sentiment de vigilance. Nous savions que des répliques émotionnelles, parfois imprévisibles, pouvaient encore surgir de la part de ma belle-mère ou d'autres membres de la famille. Les tensions non résolues signifiaient que la bataille psychologique n'était pas terminée, qu'il fallait rester attentif à chaque parole, chaque geste et chaque réaction. Cette vigilance était à la fois un fardeau et une arme, nous permettant de protéger la famille tout en surveillant les potentielles fractures émotionnelles restantes. Au fur et à mesure que la soirée avançait, il devenait clair que les tensions non résolues allaient marquer un nouveau chapitre dans notre histoire familiale. Les relations allaient devoir se reconstruire lentement, sur la base de la vérité révélée et de la justice silencieuse que nous avions orchestrée. Certains liens seraient renforcés, d'autres brisés, et les cicatrices émotionnelles resteraient visibles pour longtemps. Chaque regard échangé, chaque geste, chaque mot prononcé portait maintenant le poids de la confrontation et de la catharsis, rappelant à chacun que les blessures passées, bien que exposées, nécessitent du temps pour guérir complètement. Malgré la libération initiale et la satisfaction psychologique de voir la manipulation de ma belle-mère exposée, une atmosphère de vigilance persistait. La famille savait que la dynamique ne serait jamais la même, que la confiance devait être reconstruite et que chaque interaction future porterait désormais la trace de ce moment crucial. Les tensions non résolues, bien que silencieuses, agissaient comme une ombre, un rappel constant que la vérité et la justice ne suffisent pas toujours à effacer les cicatrices du passé, et que la reconstruction familiale est un chemin long, fragile et parsemé de défis inattendus. Après avoir traversé le tumulte, la confrontation et la catharsis familiale, un calme fragile s'installa enfin dans la maison. Le tumulte des émotions brutes, des trahisons révélées et des tensions non résolues laissaient désormais place à un espace propice à la réflexion. Les visages fatigués mais attentifs des invités, le silence ponctué de murmures et de petits éclats de conversation, tout témoignait d'un moment suspendu, où chacun prenait conscience de l'ampleur de ce qui venait de se passer et des leçons à en tirer. Cette soirée, qui avait commencé comme une simple célébration, s'était transformée en une leçon de vie imposée par le destin, où la manipulation, la vérité et la justice se mêlaient pour révéler les fragilités et les forces de notre famille. Ma fille et moi nous étions retirés dans un coin, observant discrètement les réactions de chacun. Je sentais qu'au-delà de l'indignation et du choc, il y avait un processus silencieux d'apprentissage qui se déroulait sous nos yeux. Chaque invité, à sa manière, semblait comprendre que les mensonges, les manipulations et les trahisons, même ceux de la plus proche des familles, ont toujours un coût émotionnel inévitable. La leçon principale, peut-être, résidait dans la nécessité de la vigilance, de l'intuition et de la préparation pour protéger l'intégrité de la famille. Mais il y avait aussi une prise de conscience subtile que la vérité et la justice apportent, elle, une forme de libération et de force intérieure. Ma belle-mère, elle, semblait absorbée par la réflexion forcée de ses propres erreurs. Le visage marqué par l'humiliation et la colère contenue, elle ne pouvait plus ignorer les conséquences de ses actes. Chaque geste, chaque silence et chaque regard qu'elle échangeait avec nous traduisait l'ampleur de la leçon qu'elle venait de recevoir, que la manipulation, la duplicité et la trahison, aussi subtiles soient-elles, finissent toujours par se révéler, et que les vérités cachées trouvent toujours leur chemin vers la lumière. Elle était devenue, à sa manière, un exemple vivant des limites de la ruse et de l'égoïsme au sein de la famille. J'observais également les réactions des invités. Beaucoup semblaient méditer sur leurs propres expériences familiales, réfléchissant à la manière dont la vérité, longtemps cachée, pourrait avoir un impact sur leurs relations personnelles. Les discussions reprenaient doucement, mais avec plus de profondeur et d'authenticité. Certains évoquaient des souvenirs de trahison passées, d'autres des situations où le silence avait protégé l'apparence mais détruit la confiance. Chacun semblait tirer sa propre leçon de ce que nous venions de vivre collectivement, qu'il est crucial de rester attentif aux signes, de cultiver la transparence et de valoriser la sincérité au sein de la famille. Je me suis tournée vers ma fille, et nous avons partagé un regard complice. Nous savions que ce que nous venions d'accomplir n'était pas seulement un acte de vengeance subtile contre ma belle-mère, mais aussi une transmission de valeurs essentielles, courage, intégrité et loyauté.
La justice que nous avions orchestrée, bien que dramatique, avait servi à renforcer la cohésion familiale, à rétablir des limites claires et à créer un cadre où la vérité et la responsabilité étaient respectées. Cette expérience, intense et douloureuse, constituait désormais un enseignement que nous pourrions partager et appliquer à l'avenir. Certains invités s'approchaient de nous pour échanger des impressions. Les conversations étaient ponctuées de phrases comme « Nous devons être plus attentifs aux signes de manipulation dans nos familles » ou « Cette soirée m'a ouvert les yeux sur ce que signifie vraiment la loyauté et la vérité ». Ces échanges révélaient que, même au milieu du choc et de l'émotion, il y avait une transformation lente mais significative dans la perception collective de chacun. La leçon tirée n'était pas seulement personnelle, elle devenait universelle pour tous ceux qui avaient été témoins de ce drame familial. Le regard que j'adressais à ma belle-mère était chargé de cette dualité, à la fois de la sévérité et de la compassion. Elle avait appris une leçon que nous avions mis tant de soin à orchestrer, et même si la douleur était palpable, elle servait à rappeler à chacun que la vérité est inévitable et que les manipulations, aussi subtiles soient-elles, finissent toujours par se révéler. Cette compréhension mutuelle, silencieuse mais puissante, créait un espace de réflexion pour tous. La leçon n'était pas seulement punitive, elle était aussi un guide pour reconstruire les relations sur des bases plus saines et plus authentiques. Je me suis alors rendu compte que la leçon ultime de cette expérience allait bien au-delà de la simple exposition des mensonges. Elle résidait dans la prise de conscience collective que chaque choix, chaque acte et chaque mot dans la sphère familiale a des répercussions profondes et durables. Les blessures du passé, lorsqu'elles sont exposées avec discernement et justice, peuvent servir à renforcer les liens et à guider les comportements futurs. La famille, en apprenant de cette expérience, pouvait désormais espérer se reconstruire avec plus de maturité, de prudence et de solidarité. La soirée touchait à sa fin, mais les effets de la confrontation et des révélations allaient continuer à se faire sentir. Les conversations se poursuivaient, plus réfléchies, plus honnêtes, et les gestes d'attention et de soutien se multipliaient. La catharsis, bien que déjà vécue, laissait place à une introspection plus profonde, où chacun comprenait que la justice et la vérité sont des éléments essentiels pour maintenir l'équilibre et la cohésion familiale. La leçon tirée, lourde mais précieuse, était désormais ancrée dans l'esprit de chaque participant. Et dans ce calme relatif, je réalisais que nous venions de franchir une étape majeure. Non seulement la vérité avait été révélée, mais les fondements de la famille étaient en train d'évoluer. Les leçons tirées de cette expérience allaient guider nos interactions futures, influencer nos choix et renforcer notre capacité à naviguer dans les complexités émotionnelles et relationnelles qui caractérisent toute famille. Nous avions transformé une situation de conflit, de manipulation et de trahison en un enseignement durable, et c'était peut-être la victoire la plus importante de toutes. Alors que la soirée touchait à sa fin et que les derniers invités quittaient progressivement le salon, un sentiment étrange flottait dans l'air, mêlant soulagement, tension et anticipation. La vérité avait été révélée, la manipulation de ma belle-mère exposée devant tout le monde, mais malgré cette catharsis collective, un voile de mystère et d'incertitude planait encore sur notre famille. Chaque regard échangé semblait chargé de significations multiples, chaque silence portait la promesse de conflits futurs, et chaque sourire dissimulait une émotion complexe qui restait à découvrir. La fête, qui avait commencé comme une simple célébration, s'était transformée en théâtre émotionnel où chaque invité était désormais conscient que rien ne serait jamais plus comme avant. Ma belle-mère, assise dans un coin du salon, semblait épuisée et abattue, mais ses yeux, brillant d'une lueur calculatrice et indomptée, trahissaient une volonté silencieuse de revanche. Elle savait qu'elle avait perdu la bataille publique, mais que la guerre psychologique et émotionnelle n'était pas nécessairement terminée. Chaque respiration qu'elle prenait, chaque mouvement subtil de ses mains crispées, indiquait qu'elle réfléchissait déjà à la manière de reprendre un semblant de contrôle ou de manipuler la situation à son avantage. Sa posture oscillait entre résignation et défi, et je pouvais lire dans ses traits que cette humiliation publique ne la détruirait pas complètement, elle allait se relever, d'une manière ou d'une autre. Les invités, encore sous le choc, se dispersaient peu à peu, mais leur esprit restait attaché à la scène qu'ils venaient de vivre. Des murmures circulaient, certains évoquaient leur admiration pour notre stratégie, d'autres exprimaient leur inquiétude quant aux répercussions futures et aux tensions persistantes. La combinaison de justice, de trahison révélée et de vengeance subtile avait créé un impact durable sur tous les esprits présents, un mélange de fascination, de peur et de curiosité. Les discussions reprenaient par intermittence, ponctuées de regards furtifs vers ma belle-mère,
comme si chacun s'attendait à un mouvement imprévisible de sa part. Je me suis tournée vers ma fille, et nous avons échangé un regard silencieux, rempli de complicité mais aussi d'inquiétude. Nous savions que, malgré la catharsis et les leçons tirées, la reconstruction de notre famille serait un chemin long et délicat. Les blessures émotionnelles, bien qu'exposées et partiellement guéries par la vérité, laissaient encore des cicatrices visibles dans les interactions et les souvenirs de chacun. Chaque sourire ou parole échangée portait désormais la marque de cette confrontation dramatique, et chaque décision future devrait tenir compte de cette expérience intense et inoubliable. Pendant que je regardais ma belle-mère quitter lentement le salon, entourée d'un mélange d'humiliation et de fierté mal placée, je sentais que le pouvoir de la vérité avait été clairement démontré. Mais il existait une tension sous-jacente, subtile mais persistante, qui laissait deviner que le chapitre suivant de cette histoire familiale n'était pas encore écrit. Son pas hésitant, ses mains crispées sur son sac et ses yeux jetant des regards furtifs à gauche et à droite suggéraient qu'elle préparait déjà quelque chose, une action peut-être silencieuse mais potentiellement dramatique. Les spectateurs de cette scène, bien qu'éloignés physiquement, ressentaient cette énergie résiduelle, cette attente presque palpable d'un futur incertain. Dans le salon, les derniers invités échangeaient des commentaires à voix basse, évoquant non seulement la trahison et la manipulation exposées, mais aussi la manière dont chacun pourrait agir dans le futur. Les alliances tacites se formaient ou se reforment, certains cherchant à se rapprocher de nous pour partager une loyauté renouvelée, d'autres observant attentivement, prêts à profiter de la moindre faille ou tension résiduelle. L'atmosphère était désormais empreinte d'une vigilance collective, un mélange d'admiration pour notre stratégie et de conscience aiguë des enjeux émotionnels encore présents. J'observais chaque détail, la manière dont ma fille tenait son verre, les micro-expressions sur le visage des invités, la posture de ma belle-mère. Chaque élément constituait un indicateur des prochaines tensions possibles, des réactions encore latentes et des alliances qui allaient influencer le futur de notre famille. La soirée avait été un tournant décisif, un moment où la vérité avait triomphé de la manipulation, mais elle avait aussi ouvert la porte à une nouvelle phase où vigilance, prudence et stratégie émotionnelle seraient indispensables. Alors que je sentais l'air se calmer, un sentiment de satisfaction mêlé à une vigilance constante s'installait en moi. La justice avait été accomplie, la vengeance subtile réussie, et la catharsis familiale vécue. Mais le futur restait incertain, chaque membre de la famille portant désormais en lui la mémoire de cet événement dramatique et la conscience que les secrets, les rancunes et les émotions refoulées pouvaient ressurgir à tout moment. La maison elle-même semblait respirer différemment, empreinte d'une tension résiduelle, comme si les murs avaient absorbé les émotions et la gravité de la soirée. Dans les derniers instants, alors que je regardais ma belle-mère disparaître au loin, je me rendis compte que le véritable drame ne résidait pas seulement dans la vérité révélée, mais dans la manière dont cette vérité allait continuer à influencer nos vies. Le suspense restait entier. Qui allait se relever? Qui allait trahir à nouveau? Qui allait se rapprocher ou s'éloigner? Le futur était désormais une page blanche, incertaine et potentiellement dramatique, sur laquelle chaque choix et chaque action allait écrire le prochain chapitre de notre histoire familiale. Et alors que la porte se refermait derrière elle, je sus que le calme apparent n'était qu'une illusion. La famille, malgré la catharsis et les leçons tirées, devait maintenant naviguer dans un monde où la vigilance, la prudence et la conscience des tensions non résolues seraient plus cruciales que jamais. Le drame était terminé, mais le suspense, lui, ne faisait que commencer.